Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours jeudi 3 novembre 2022 et je continue mon exploration de cet ouvrage Hegel philosophe aux presses universitaires par Jacques Dompt, agrégé de l'université, docteur S. Lettres. Il a écrit ça en 1967. C'est un bouquin super intéressant. Je suis juste sur la vie au tout départ là, de, de Hegel. Donc, j'en suis à la petite biographie qu'il qu'il donne sur Hegel. Voilà, alors c'est en lien avec mon site mécaniqueuniverselle.net sur lequel je développe une théorie téléologique sur l'évolution de l'humanité. Voilà, et donc il y a une sorte de lien quand même avec le travail de Hegel qui bien sûr est d'une dimension vraiment différente. Voilà, mais voilà, je vous renvoie à la lecture donc de la théorie mécaniqueuniverselle.net. Si vous trouvez que ces propos mal exprimés ont euh, un intérêt pour vos frères humains qui circulent sur YouTube, je, voilà, vous pouvez mettre un petit doigt, un petit pouce sur en dessous des vidéos. Voilà. Il paraît que c'est bon pour le moral et pour la visibilité. Voilà, ou un pouce d'un côté ou de l'autre, hein, si vous trouvez que c'est pas pertinent, etc., ou que j'ai rien à faire à m'occuper de tout ça. Voilà, chacun ses points de vue et tous sont respectables et tous ont un sens et un but important, quoi qu'il arrive. Voilà, la contradiction, toutes les choses. Bon, je commence la lecture. Donc, cependant, dès son arrivée à Berlin, il suscita l'hostilité des milieux réactionnaires de la cour du prince royal, Hegel. On lui reprochait d'envelopper dans des formules philosophiques obscures des pensées politiques réformatrices et, malgré ses professions de foi protestantes, des idées irreligieuses. Alors voilà, peut-être que dans le côté obscur de la façon dont qu'a utilisé Hegel pour exprimer sa théorie, et c'est vrai qu'il il trouve des mots, il invente des mots, etc., qui ont pour essayer de se rapprocher le plus du sens de ce qu'il veut dire. Mais peut-être qu'en même temps, il se dissimulait de la violence, il dissimulait sa pensée, surtout la plus révolutionnaire en fait, parce qu'elle est révolutionnaire, sa pensée, il n'y a pas de problème. Elle est, voilà, elle bouleverse complètement l'humanité, et même maintenant, on n'en prend pas vraiment, on n'en tient pas assez compte, à mon sens. Parce qu'on a voulu rejeter les philosophies à système, etc., en disant c'est pas possible, ça marche pas, etc. Mais je pense que c'est extrêmement sous-estimé et que les esprits qui contestent les visions de Hegel sont bien inférieurs à l'esprit de Hegel. Donc, il y a quand même un manque d'humilité là derrière. Il faudrait vraiment se pencher sur son travail. Et là, j'ai découvert, grâce à France Culture et à Olivier Tinlan, la vision de Hegel sur maître-esclave, ou plutôt maître-serviteur.
eh ben c'est tout simplement génial, c'est tout simplement super. Alors bien sûr, on peut, 200 ans après, faire évoluer les choses encore, parce on a un peu plus de carburant pour pouvoir faire évoluer ce type de pensée. Mais elle est proprement géniale. Voilà. Alors, de, malgré ses professions de foi protestantes, des idées irreligieuses. Je ne pense pas. Il était sans doute contre l'establishment religieux, c'est une chose, mais il n'était pas contre l'idée d'un divin, d'un principe divin, qui était à l'œuvre dans l'évolution de l'humanité. On ne lui pardonnait pas sa fidèle admiration pour la Révolution française et Napoléon, son opposition à la Sainte Alliance, sa résistance à la vague de réaction. Oui, il était contre le système établi, il était contre le système, voilà, comme moi je lutte contre le néolibéralisme occidental, contre le matérialisme qui caractérise la société moderne dans laquelle je vis. Et je pense que d'ailleurs, on devrait chacun au moins commencer par critiquer son propre système, et c'est valable pour le monde le monde chinois, c'est valable pour le monde russe, c'est valable pour le monde musulman, etc. Chacun devrait commencer par critiquer son propre système et après le mettre en parallèle avec les autres sociétés. Voilà. Et puis, à partir de là, à partir du moment où on a critiqué notre propre système, on est plus à même de pouvoir. Et puis, on entraîne moins de violence, moins de violentes réactions chez l'autre. Parce que si on vient en disant, voilà, vous comprenez rien, votre système est pas bon, nous, voilà, ça veut dire, euh, en, en substance, ça veut dire, on est meilleur. Voilà. Donc, oui, alors voilà, le monde musulman, parce que c'est là où se portent les critiques en ce moment, voilà, il est ce- la charia, son système politique, etc. Tout ça. Alors on va critiquer tous ces points de vue, mais sans critiquer d'abord le sien. Donc à partir de là, ça ne marche pas à mon sens. C'est générateur d'agressivité. La logique voudrait que d'abord on commence par, par critiquer son modèle et après pouvoir les critiquer, aller éventuellement critiquer les autres. En même temps, l'étoile de Hardenberg commençait à pâlir. Hegel ne put se maintenir à Berlin que grâce à la protection d'Alstenstein et au soutien actif du directeur de l'enseignement, Schulz, lui-même objet de bien des suspicions. Sa position devint des années passant de plus en plus vulnérable. C'est que la répression du mouvement libéral et constitutionnaliste se durcissait, désavouant les projets de Hardenberg, décevant les espoirs des libéraux prussiens, provoquant des incidents nombreux. Hegel vit se lever chaque année un nouvel orage, fermez les guillemets. Ses disciples se recrutaient surtout dans la fraction la plus avancée de la bourgeoisie, ennemie de la féodalité et de l'absolutisme. Intelligent et courageux, il réclamait une rénovation politique et ne se retenait pas d'exprimer leurs opinions. Peu nombreux, ils étaient effectivement assez inoffensifs, mais l'administration et la police prussienne les traitaient sans ménagement. Et c'est là où on voit que le libéralisme dont parlent les démocraties occidentales, qui n'en sont pas réellement des démocraties, et là, en lisant un petit peu Max Weber, Penser le paradigme démocratique, on se rend compte qu'il y a effectivement une quête de pouvoir dans, le, dans, le, dans la démocratie, de pouvoir personnel, quoi, hein, de pouvoir oligarchique, et qui ne va pas avec le principe démocratique et qui l'abîme. Et on voit que dans la démocratie,
la liberté dont il parle là et dont il se targue en disant voilà, on laisse chacun le droit d'exprimer son opinion, juste tant qu'on ne dérange pas le système. Le jour où on le dérange réellement, il s'arrange pour vous écarter. Voilà, c'est juste une question de domination. Tant qu'un système est marginal, tant qu'un système critique est marginal, ça va. Mais s'il devient dangereux, eh bien ça, voilà, il trouve tous les moyens pour l'anéantir. Et voilà, dans l'histoire de la démocratie de notre pays, c'est évident, quoi. Hegel ne les abandonnait pas. Il mécontentait les autorités par ses propos et par ses actions. Les archives de la justice et de la police de Berlin conservent le témoignage de ses relations suspectes, de sa solidarité agissante avec des collègues ou des collaborateurs brimés, de ses innombrables démarches compromettantes en faveur d'étudiants et d'amis poursuivis et incarcérés comme, ouvrez les guillemets, démagogues. Voilà, et ben c'est ça, c'est exactement ça. Le système se prémunit, voilà, il est dans tant que ça bouge pas, tant qu'on met pas en risque sa survie, il laisse de la liberté. Il doit y avoir moyen de dépasser ce genre de choses. Voilà. Ça voudrait dire qu'il faut que le peuple soit heureux, qu'il n'ait pas besoin de se révolter, qu'il n'ait pas besoin de contester et de vouloir faire tomber le gouvernement. C'est ça l'intérêt. Donc que le gouvernement soit totalement démocratique. Et je vais travailler sur la démocratie. Là, j'ai vraiment envie, après, ça me donne envie de travailler là-dessus. Bon, vous l'aurez compris, quand je suis dans ces moments d'exaltation créatrice, j'ai envie de tout faire et ça bouscule un peu. Voilà, ça me rend un peu excessif. Mais bon, c'est la vie. Surveillé discrètement par la police, il était aussi publiquement dénoncé par ses adversaires. Il se lançait dans d'irritantes polémiques avec de pâles pamphlétaires et il était parfois obligé de faire preuve de diplomatie sous peine d'être révoqué, réduit à la misère et au silence. Bon, nul doute qu'il était assez intelligent pour faire preuve de diplomatie quand il lui fallait le faire. Il lui arriva de réagir de manière inélégante et maladroite à des critiques désagréables. Ça, c'est tout à fait normal. On est des écorchés, et les créatifs, et on supporte mal les critiques désagréables. Il n'obtint pas de parrainage officiel pour la revue que, avec son accord, son plus cher disciple, Gans, avait fondé, les Annales de critique scientifique. Il ne fut pas élu à l'Académie de Berlin. La parution de son dernier article sur le bill de réforme anglais dans le journal de l'État prussien fut interrompue par la censure. Il sut toutefois éventer les pièges les plus dangereux que lui tendit le parti de la cour, et contre les intrigues, il s'imposa par son génie. Pour la partie la plus éclairée du public allemand, il était le grand homme de l'université de Berlin, et reconnu par ses collègues, il y exerça de hautes fonctions, dont celle de recteur pendant 1 an, 1829-1830. Il profitait des vacances pour voyager, quand le ministre lui accordait une subvention. Il se rendit en Hollande, à Vienne, à Paris, à Karlsbad, à Prague, s'informant partout avec avidité des derniers développements de la vie politique, scientifique, artistique, recherchant la conversation des grands penseurs et des grands hommes d'action. Il vivait dans cette activité multiple, encouragé par les succès de sa philosophie. Contrarié par la folie de sa sœur
et le ressentiment de son fils naturel, inquiété par les événements politiques et leur implication professionnelle, lorsque la mort vint le surprendre en novembre 1831. Il fut victime de l'une de ces épidémies dont il avait lu dans sa jeunesse d'horribles descriptions. Naguère, il avait comparé le progrès historique et culturel, d'abord silencieux et invisible, puis soudain éruptif et brutal, à l'évolution d'une maladie contagieuse. Voilà, il avait des images qui étaient grandioses, géniales. Et c'est vrai que on peut pas faire abstraction du fait que l'évolution de l'humanité, elle ressemble à l'évolution d'un être humain. Et les aventures que l'être humain vit, c'est l'humanité peut les vivre dans une autre dimension. Et d'ailleurs, voilà, on subit une vague de maladies contagieuses en ce moment voilà, qui est sans doute moins mortelle, ce qui montre aussi que nous avons évolué, moins mortelle qu'avant. Mais par exemple, ben voilà, hein, les ravages de la grippe espagnole, s'ils ont été évités en 2020, c'est pas pour rien, c'est parce que nous avons mis en œuvre tout un tas de choses qui se sont... l'humanité s'est organisée, c'est ça qui est vraiment incroyable. Et autant les pseudo-dictatures, la Chine qui a fermé, a bloqué, a utilisé un système qui était comme ça, et que les démocraties qui ont dû combiner avec la critique, avec les oppositions, avec, voilà, avec la liberté qui est offerte aux gens de dire, bon, voilà, et donc il y a eu la contrainte, mais en même temps, ça s'est pas passé sous une forme dictatoriale. C'est à voir aussi, hein, voilà, comprendre que, évidemment, on a quand même une chance de vivre en démocratie et dans un système de liberté relative. Et justement, avant de succomber, il avait eu le temps de percevoir, sous l'apparente vigueur des institutions, les signes annonciateurs d'une nouvelle crise du cours du monde. Il ne... Alors ça, c'est vraiment intéressant. C'est que il a peut-être pu confirmer ses intuitions, en fait, ce qu'il... Parce que c'est ça, voilà, c'est au moins le cadeau que le divin peut faire à un auteur comme ça, à un créatif comme ça, c'est de lui montrer juste avant sa mort, ben, tu t'es pas trompé, voilà. Alors, est-ce qu'il a eu cette révélation-là? Je pense à ça, moi aussi, pour ma propre existence, de me dire, est-ce que je verrai les frémissements d'une prise de conscience de l'humanité, par l'humanité, de sa finalité? Donc, de sa finalité d'atteindre l'état d'ultime perfection. Peut-être, on verra. Il ne pouvait prévoir ce qu'elle serait. Du moins pressentait-il le prochain accès de fièvre et savait-il qu'après lui, sans aucun doute, l'histoire continuerait telle qu'il l'avait décrite, éternellement créatrice. Ben voilà, et ben voilà mon cher Hegel, éternellement créatrice. Bon alors, c'est plutôt du côté des cycliques éternellement. Je serais plutôt linéairement créatrice, plutôt du côté des monothéismes, avec la vision, l'arrivée vers l'ultime perfection. Voilà, mes chers amis, la vie de Hegel, c'est le premier chapitre. Et on attaquera ensuite la philosophie, la problématique hegélienne, le monde que les philosophes mettent si souvent en question s'est injustement vengé sur celui d'entre eux qui le contestait le moins
Hegel a été tourmenté dans sa vie et dans sa pensée par les contradictions brutales que son époque exhibait. Voilà, ça sera la suite. Je vous remercie de votre écoute, de votre tolérance et de votre bienveillance à mon égard. Merci, à bientôt et bonne journée à vous.